Salut à tous et bienvenue sur Jab Live pour votre 13e épisode de Jab Nook. Jab Nook, votre rendez-vous hebdomadaire sur la boxe anglaise. Et je suis avec mes compères habituels. Comment ça va, Kabir? Ça va super, merci. Et toi, la pêche? Ça va, ça roule, ça roule. Comment ça va, Dylan? Ça va, nickel. Coucou tout le monde. Écoute, on enregistre un soir de boxe, puisque ce soir, au moment où on enregistre, il y aura Rima Ayadi et Kevin Lele Sadjo qui seront dans le ring au Casino d'Anguin. Mais au moment où vous verrez la vidéo, ces combats seront déjà passés. Donc on vous en parlera pas, mais on vous dira sans doute un petit mot plus tard, voilà, dans nos prochaines émissions sur ces combats-là. Force à eux deux, en tout cas, au moment où on parle, puisque les combats arrivent. Mais on va aujourd'hui se pencher et commencer avec un premier épisode, parce que ça mérite plusieurs épisodes, ce combat-là, sur bien sûr Canelo Crawford. Week-end du 13 septembre, le 13 septembre à Las Vegas. Sur Netflix, bien entendu, le gros combat, les 4 ceintures des super middle des 168 remises en jeu par le Mexicain contre l'Américain qui a été champion du monde dans 3 catégories et 4 catégories, excusez-moi, et unifié incontesté dans 2. On voulait commencer large pour ce premier épisode. On vous fera la preview technique de ce combat-là quand ce sera plus proche du combat. Mais là, on voulait parler de l'importance du combat, si vous avez vu notre miniature, et de vraiment ce qu'il va représenter même pour la legacy des deux. Premier débat, les gars, c'est sur l'importance du fight. Parce qu'on a entendu beaucoup de choses. Moi, sur les réseaux, je vois des gens qui disent gros fight, avec énorme importance, et l'autre qui disent non. Crawford était en 154 pour un combat, il était même en 147 avant pendant quelques années. Il doit monter de 2 catégories, les 2 sont sur la fin, donc ce fight n'est pas si important que ça. C'est quoi votre avis là-dessus? Avant que je vous donne le mien, Dylan commence, je sais que tu as un avis tranché aussi là-dessus. Ouais, alors déjà, je fais juste un tout petit détour. J'ai très très peur de la diffusion Netflix. Voilà. Un peu traumatisé par le Paul Tyson et pas le Paul Tyson en lui-même, le Taylor Serrano juste avant, qui buguait déjà, parce que les gens commençaient déjà à se connecter. Donc j'espère vraiment que Netflix a réglé ce problème. Surtout s'ils veulent arriver un peu dans le monde du streaming sportif et faire des gros événements. J'espère qu'ils ont réglé ce problème parce que là, par contre, j'avoue que Canelo Crawford, déjà Taylor Serrano, j'étais très énervé. Mais alors, Canelo Crawford, si ça coupe comme ça l'a fait, je crois que je vais casser ma télé. Donc, ça ouvre sur le fait que moi, je pense que c'est un fight très important que j'attends avec impatience. Je pense que le fight est important au niveau de la legacy, mais pas à égalité pour les deux. Je pense qu'il est plus important pour la legacy de Crawford que pour la legacy de Canelo. Je pense que j'enfonce un peu une porte ouverte là-dedans, puisque si Canelo gagne le fight, on trouvera de quoi tempérer la différence de poids, enfin voilà, la différence de gabarit, on trouvera toujours un truc. Alors que si Crawford gagne, c'est difficile de minimiser, même en disant ouais, mais c'est un Canelo vieillissant, ouais, mais ses dernières prestas, elles n'étaient pas non plus impressionnantes, ouais, ça fait 4 ans qu'il n'a pas mis de KO. C'est plus difficile quand même, parce que c'est le champion incontesté des super middle, effectivement, un mec qui est chez lui en 168, qui est même monté au-dessus, qui a été chercher Kovalev, qui a essayé d'aller chercher Bivol. Donc c'est un mec qui peut monter quand même jusqu'au moins de 78, tu vois. Alors que Crawford, effectivement, il arrive. Crawford, c'est un léger slash welter de carrière. Donc lui, sa legacy, elle est énorme. Et monter et aller chercher le champion incontesté des super middle, ce serait un exploit retentissant et il devient indiscutible dans une 3e catégorie. Donc il rentre dans sa propre galaxie parce que pour l'instant, chez les hommes, ils sont 3. Tu as le top 3 pound for pound. Dans l'ère des 4 ceintures, tu as le top 3 pound for pound, tu as Inoue, Usyk et Crawford. Si Crawford devient indiscutible dans une 3e caté, bah du coup, il est tout seul, quoi. Ouais, il est tout seul, ça a obligé Naoya à monter en phaser, ça, cette histoire. Voilà. Elbir, tu l'attends beaucoup ou tu te dis, avec la différence de poids de base, il y a pas un intérêt dément sur ce combat-là? Non, pareil, je suis un peu dans le même avis, hein. Je suis en phase également. Je pense que c'est un combat très important. Au-delà des aspects d'âge, de poids, peu importe, ça reste 2 boxeurs générationnels qu'on n'oubliera pas, qui resteront déjà dans l'histoire. Et ce combat-là, justement, ça va être une opportunité pour l'un d'entre eux de se démarquer des autres. Et je pense qu'effectivement, je suis en phase avec toi, Dylan. Celui qui a le plus à perdre et le plus à gagner dans cette opposition, c'est clairement Crawford. Parce que lui, c'est lui qui prend le plus gros risque. C'est lui qui est toujours invaincu. Il monte de 2 catégories face à un adversaire qui est considéré, même s'il est dans son déclin, comme l'un des visages de la boxe, si ce n'est le visage de la boxe, même encore aujourd'hui. Donc on est clairement sur une opposition où c'est Crawford qui a tout à perdre, parce qu'il peut perdre sa série d'invincibilité. Et il sera pardonné, effectivement, puisqu'on se dira, bon, bah, il a perdu contre Canelo. Mais en revanche, s'il gagne,
T'as raison. Moi, j'ai pas de débat sur la partie, le top 3 pound for pound. Tu mets l'un ou l'autre, tu mets Usyk d'abord, tu mets Inoue d'abord, tu mets Crawford d'abord, peu importe l'ordre, les trois, c'est OK. Eux, ils sont dans le même tiers. On va prendre plutôt que l'idée top, on va prendre l'idée de tiers. Et ces trois-là sont dans le même tiers. Mais c'est sûr et certain que si Crawford réussit à battre Canelo et encore plus avec la manière, là, il sera justement indétrônable et il pourra s'en aller tranquillement. Donc, moi, c'est un combat que j'attends beaucoup. Et je sais qu'il y a, même si d'un point de vue sportif, on aurait aimé qu'il se fasse plus tôt, mais je me dis que plus tôt, ça n'aurait pas été possible. Mais grâce à la Turkey Money, même si le 8 minute account, il va passer là, grâce à la Turkey Money, ça a pu se faire, quoi. Je te rebondis quand même sur ce que tu dis. Tu penses c'est celui qui a le plus à perdre, plus à gagner, je suis d'accord. Plus à perdre. Canelo, quand même beaucoup à perdre là-dessus, non? Non, il a déjà S'il perd, perdu. Non, pardon? s'il perd ce combat-là, tu vois, Ouais, mais s'il perd ce t'es même combat-là, plus dans le même air de discussion, tu vois, sur cette génération-là. Crawford, il te dépasse de plusieurs étages, quoi. totalement. Mais après, c'est pas, ça reste une défaite en plus face à un boxeur qui sera du coup considéré comme le numéro 1 de cette génération. Et je vois pas forcément de grosses. Je pense pas que ce sera une énorme défaite pour Canelo parce que ça lui sera pardonné du fait de l'âge, du fait de la brillance de Crawford et qui Crawford s'en ira lui avec un palmarès flawless. En fait, la défaite, elle en sera pas amoindrie face à un Crawford, en fait. Alors que Bivol, à cette époque-là, à ce moment, quand il perd contre Bivol, par contre, l'impact, il est dingue. Et à la fin de sa carrière, à Canelo, on se dira, il a perdu contre Mayweather, le meilleur de son époque, quand lui, il était même pas encore à son prime. Il a perdu contre Bivol, il est tombé sur sa kryptonite. Et il a perdu contre Crawford, bah, c'était le top 1 de Pound de l'époque. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il a moins à perdre. Ok, j'entends ton avis. Dylan là-dessus. Moi, je pense que c'est Canelo qui a le plus à perdre, effectivement, parce qu'on trouvera enfin, déjà, Canelo, il est clivant dans la boxe. Les gens aiment bien lui taper dessus. D'autres adorent le défendre. Enfin, Canelo, c'est le visage de la boxe, c'est ce que disait Kabir. Donc, forcément, ça provoque des réactions et des avis tranchés. Et je pense que s'il perd, effectivement, je suis d'accord avec le raisonnement de Kabir sur le principe. Mais là, le problème, c'est que quand il va chercher Bivol, il monte de KT, il va chercher le champion du monde dans la KT d'au-dessus. Bon, en plus, c'est une défaite qui vieillit bien quand même. Parce qu'à l'époque, c'était quand même vu comme du cherry picking, il faut s'en rappeler de ça. C'était vu comme le champion facile. Bon, ça a pas très bien vieilli ce truc-là. Mais je- Crawford, le truc, c'est que Crawford monte de 2 KT d'un coup pour venir te chercher. Donc, si Crawford te bat, il vient te chercher chez toi, en fait. Et normalement, Canelo à 168, là, c'est lui le patron, il est chez lui. Donc, si un mec de quasiment 40 piges vient te chercher, après, je suis d'accord, dans 10-15 ans, on n'y réfléchira peut-être pas comme ça parce que Crawford restera peut-être comme un des plus grands de tous les temps, tu vois. Donc, moi, on en avait parlé avec Kabir de ça. Pour moi, Crawford, c'est le seul mec qui aurait pu exister à l'époque des Quatre Rois, qui aurait pu avoir son mot à dire au milieu de ces monstres absolus. Donc, pour moi, Crawford, c'est vraiment un boxeur, même au-delà de générationnel, tu vois. Ouais, voilà, vraiment. Dans tout ce qu'il sait faire, dans tout ce qu'il peut faire, je comprends toutes les critiques qu'il y a sur Crawford, sur le fait qu'il combatte pas assez, sur le fait que. Enfin, sur plein de trucs. Après, tu regardes le run sur lequel il est actuellement. Pas parler. C'est. Pour moi, tu peux pas Ouais, parler. ouais, Le seul c'est point, difficile à critiquer là, quand même. et c'est là où on a nos débats, justement, nos fameux débats sur le pound for pound et pourquoi on ne le mettrait pas premier, c'est l'activité ou l'inactivité. On Ouais. peut par exemple le mettre en comparaison et en opposition avec Inoue qui boxe beaucoup, mais peut-être un peu trop. Alors qu'un Crawford, et je vous l'ai toujours dit, Crawford, quand il boxe, bah regardez, là, on a 2 semaines de son combat, on en parle déjà. Donc Crawford, en fait, c'est limite un événement, vu qu'il boxe qu'une fois par an. Bah, c'est un événement, on est obligé d'en parler, on est obligé d'en faire des vidéos. C'est pas que la Terre s'arrête de tourner, mais quand on aime la boxe, en général, on en parle, tu vois. Et je dis pas qu'Inoue, c'est pas le cas, mais voilà, Inoue, il boxe, il boxe le lendemain, on en parle au moins. Et c'est pas une pique, je sais que c'est plus ton préféré, donc je me permets là un peu de ça des crottes de nez, mais en gros, tout ça pour dire que c'est événementiel quand Crawford il boxe, c'est événementiel. Et là, il va boxer contre Canelo, le visage de la boxe. Et donc là, c'est clairement le moment pour lui de briller et de s'en aller avec un palmarès et une carrière et un run qui est comme totalement incroyable et qu'on n'aura jamais vu. Ce qui ferait de lui, du coup, effectivement, un all-time great, un mec que tu pourrais mettre dans n'importe quelle époque, dans n'importe quel KT, tu te dirais, waouh, il aurait fait des dingueries. Je te reviens dans quelques minutes avec une take sur Inoue. Tu vas voir le retour en force, Kabir, sur Coucou. quelque chose. Mais ouais, non, moi je trouve que Canelo a plus à perdre. Et en fait, je le vois sur la big picture aussi des arguments qu'auront les mecs contre la place de Canelo dans l'histoire ou dans tu vois, l'histoire de la boxe au 21e siècle, par exemple. Mais alors, c'est situationnel parce qu'il y a plein de situations différentes dans tous ces combats-là. Mais Mayweather, Bivol, Golovkin, moi je considère qu'il a perdu le 1. Ouais, le Oui, premier, ouais. Mais ça, parce que sur les on box, en a pas.
On en a parlé. et que le plus important des combats, c'était le 1. Enfin, c'est celui qu'on attendait beaucoup, tu vois, le premier affrontement. Et Évidemment. maintenant, Crawford. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Contre Après, les très grands noms de ta génération, t'auras été alors, il y a des circonstances à chaque fois. Certains me renverront Kovalev à la tête, mais Kovalev, il était en fin quand même. Oui, oui. T'auras perdu contre tous les énormes noms de ta génération que tu as affrontés. Mais tu les auras pris. Et ça, c'est tout à son honneur. Oui, mais tu vois, il y a un truc sur le CV quand même. Des mecs, là où tu as des mecs qui ont quand même un peu esquivé cette. Bon, non, tu prends Mayweather, ça lui a été reproché à la fin d'avoir un peu esquivé Pacquiao, etc., et de l'avoir pris trop tard. Canelo, il a pris effectivement, il aura pris les meilleurs, il aura perdu contre les meilleurs, mais elles auront toutes bien vieilli, ces défaites. Bivol, c'est un top 5, ouais. Dans un monde, c'est un top 5 pound for pound. S'il perd contre Crawford, il aura perdu contre l'un des meilleurs boxeurs sur les 10 dernières années. Il a perdu contre Mayweather. Bah, Mayweather, il est déjà dans le pantheon. Tu vois, c'est des défaites qui auront quand même bien vieilli. Et ça restera un très très grand boxeur. Ce ne sera pas le boxeur de sa génération, certainement, avec cette défaite. Mais ça restera, je pense, c'est pour ça que je dis qu'il a moins à perdre. Parce que en fait, il a déjà fini le jeu, Canelo. Donc là, en fait, il prend juste son billet et il prend un énorme risque. Mais c'est pas forcément ça. Moi, je rebondis sur le truc de Golovkin. Moi, je pense que le premier fight de Golovkin, ça détruit aussi un peu son image à Canelo parce que ça fait magouille, en fait. Je crois qu'il y a vraiment eu ce truc de la boxe et de la magouille et tout qui est revenu très fort à cette époque. Parce que oui, les cartes, elles sont scandaleuses. Parce que oui, il perd ce fight. Je veux dire, là, c'est un des plus gros vols de ces 10 dernières années, tu vois. C'est scandaleux, ce fight. Si vous l'avez pas vu, foncez, hein. C'est scandaleux. Il y a évidemment les affaires de dopage. Je pense que c'est important de le souligner. Il y a les affaires de dopage dans sa team. Bon, je Canelo, sa legacy, elle est déjà un peu entachée, entre guillemets. Est-ce qu'on s'en rappellera dans 15-20 ans? Je sais pas. Nous, on s'en rappellera, tu vois, de le combat contre Golovkin, notamment, ce genre de truc. On sera là pour tempérer. Que peut-être le plus grand poids moyen de cette époque autour de ça, c'était Golovkin et pas Canelo, tu vois. Sauf que factuellement, bah voilà, sur 3 combats, Canelo en gagne 2. Bon, bah du coup, t'as pas grand chose à dire, quoi. Il en gagne Ouais. 2, il y a un split draw, bon bah voilà, hein. C'est comme allié phrasé, mais bon, on va rentrer dans un autre débat. Ouais. Non, mais c'est vrai, tu as raison. En plus, tu vois, souvent, ce qui reste, finalement, C'est le box rec. c'est ton vert ou ton rouge. Donc on retiendra ça. Mais puis, tu vois, je titillais aussi parce qu'on peut rajouter, même s'il était sur la fin aussi, tu peux rajouter Cotto, Oui. que Canelo a battu, qui est quand même un des grands noms aussi du 21e siècle, tu vois. Donc il y a des arguments de sa part, mais je trouve tu vois, cette défaite, je trouve qu'elle fait tâche. Il doit gagner. En fait, c'est logique. S'il gagne, Ah oui, c'est logique. il est Tu vois. obligé de gagner. De toute façon, lui, enfin, encore une fois, pour conforter sa legacy et son statut de all-time great chez les super middle, vu que c'est le seul champion incontesté de l'histoire des super middle, il est obligé d'asseoir ça, en fait. T'as un mec qui, de toute façon, là, ça fait vraiment très, très sport de territoire, là, dans ce sens-là, mais Ouais, clairement. il y a un mec qui vient te chercher chez toi. Voilà, il y a un mec qui vient te chercher chez toi, qui vient te chercher dans ta KT. C'est toi le patron de la KT depuis des années, parce qu'en plus, je veux pas minimiser, parce qu'on le dit à chaque fois avec Kabir, le run pour l'Undisputed, le run où il prend les ceintures, Canelo, il est magnifique, hein. Quand il enchaîne les Billy Joe Saunders, les Caleb Plant et compagnie, c'est Il phénoménal, hein. dessus. Il a Ah ouais, non, dessus. mais puis C'est même pas, il prend des absolument, sommets. On a parlé de décisions litigieuses, mais là, non, là, il est la catégorie. Ouais. il prend que des invaincus, il leur roule dessus, que des mecs où à chaque fois on dit: «Ah peut-être que, ah Caleb Plant, peut-être que, ah Billy Joe Saunders, peut-être que, ah Callum Smith, peut-être que». À chaque fois il les fracasse. C'est vraiment à cette époque il est intouchable. Le run 2019-2021, c'est une dinguerie. Vraiment là il y a 2 ans où il est en apesanteur, Canelo. Donc il faut et pour le coup, je minimiserai pas ça et la réussite et on va dire parce que c'est ça la grande réussite de sa carrière, c'est ces 2 ans-là. On va pas lui enlever ça. Par contre, il est obligé de gagner dans le sens où il y a un mec qui vient te chercher chez toi. C'est comme si un mec il venait te défier dans ton gym en fait, tu vois? Il y a un truc de: «Bah, tu viens chez moi, c'est mort, je vais te casser la gueule en fait» et c'est Oh. très bien, tu es un super boxeur, tu es tout ce que tu veux. Par contre, il y a un truc de fierté en plus, tu vois? Là vraiment, la grinta quoi. Vraiment fierté mexicaine en mode: «Ah, tu viens me chercher, c'est ce qu'on va voir». Et c'est un méga fight, pour le coup, là-dessus aussi. Sur le côté, bah, c'est un mec qui va essayer de défendre son territoire contre un gars qui essaye de devenir, bah, un des plus grands de tous les temps. Parce que vraiment, moi, derrière, on pourra me sortir des «oui, mais Canelo ci, oui, mais Canelo ça», donc Crawford non, si Crawford il gagne, c'est un
C'est un accomplissement générationnel et un accomplissement historique dans la boxe, vraiment. Hein, t'as raison, et on va y venir aussi sur Crawford. Est-ce que ça laissera comme trace, ça, en cas de victoire? Et dernier point sur le côté obligé de gagner, mais vous les voyez venir, les fans de Benavidez, là, s'il perd? Bah, de toute façon, c'est ça, c'est la réponse arriver fort. là, Ils vont arriver en fort, dehors peut-être. en dehors du spectre boxe, en vrai, c'est vrai que sur ces dernières années, on dit que Canelo, il esquive quand même pas mal, hein. Il esquive pas mal et quand il esquive pas, il se fait casser la figure ou il arrive à s'en sortir avec un petit vol. Donc c'est sûr que, par rapport à la legacy entachée, je suis d'accord avec toi. Après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il a pas le droit de se permettre? Parce il nous a régalé, comme tu as dit, 2019-2021, il nous a régalé. Non, je Et titille en un fait, peu, tu vois, on pousse, mais ouais, faut ouais. mais après, c'est ça, en fait et c'est vrai que Dylan, on en a parlé souvent, à chaque fois qu'on se disait: «C'est quoi la suite pour certains combattants?» En fait, là, Canelo, il est dans une phase où on s'arrêtera jamais, en fait. Il y aura toujours ce combattant-là. Bah, nous, on pense à Mbili, par exemple. On kifferait voir Mbili l'affronter. Mais même si bat Mbili ou il y aura toujours jusqu'au oui. combat trop, en fait. Donc, en fait, vient un moment où il faut savoir aussi s'arrêter. Tu vois, C'est faut un bon savoir. choix de la part de Canelo parce qu'il prend beaucoup de risques avec Crawford. Moi, vraiment, encore une fois, pour moi, il a beaucoup à perdre parce que c'est le mec qui monte de 2 KT, machin et tout, enfin, même de 3 KT, hein, parce qu'il a fait qu'un combat en 154. Hmm. Si le, s'il prend Benavidez, supposons il bat Benavidez, supposons. Non, bah non, mais supposons. Les gens me diront oui, mais Benavidez, il était pas prêt, oui, mais machin, oui, mais truc, oui, mais machin. Ok, bon, bah après, il prend Mbili, il bat Mbili. Oui, non, mais d'accord. Oui, non, mais et du coup, par contre, il a pas pris Lester Martinez. Oui, mais par contre, en fait, ça s'arrête jamais. On est en 2032, Ça, on est c'est- en voilà. 2032. Il a 162 ans. La figure Ça n'arrive Ouais, jamais. c'est Voilà. ça. Et pour le coup, c'était le seul moment, je pense, de ma vie où j'ai défendu John Jones parce que pour moi, c'était le même truc de dire oui, mais Aspinall, oui, machin. Bon, du coup, tu rends la ceinture vacante. Ça, c'est un autre problème. Mais Hmm. sur l'aspect, quand John Jones il disait il y aura toujours un nouveau gars. Ça, moi, j'étais d'accord avec lui, par contre. Ah, Parce que après tout le reste, je défends pas John Jones, attention, je déteste la personne et ce qu'il a fait de la catégorie heavyweight, mais il a raison dans le raisonnement de dire il y aura toujours quelqu'un. Toujours. Enfin, quand donc, t'es à un le moment donné, quand tu the face of boxing comme Canelo, en fait, tu as raison sur ça. Tu vois, on trouvera ouais. toujours le défi d'après ou le machin. Bah, Usyk, il est en plein dedans. Alors qu'il est vieux, il est en plein dedans, Usyk. Je mets un bémol sur John Jones, c'est qu'à mon avis, une fois que tu as fait Aspinall, vu l'état de la catégorie poids lourd en MMA aujourd'hui, je sais pas qui vient derrière, hein. Ouais, mais ce serait fait casser la gueule par Aspinall, c'est pour ça. Le numéro 3, c'est Sergei Pavlovich, hein, le numéro 3. Oui, oui, non, c'est une catastrophe. C'est une cata absolue. Ramenez Fedor. Tant qu'à faire. Parenthèse refermée. Mm. Sur le côté aussi, l'intérêt du combat, moi, quand je voyais les mecs me dire, enfin, beaucoup dire aussi, non, ce combat, il y a trop de différences, Crawford monte de trop de KT et ça, c'est pas très intéressant finalement. Je trouve que la boxe, on a perdu un peu par rapport, tu citais les Four Kings, tu vois, des années Ouais. 80, Dylan. En une génération, on a vachement perdu ce truc-là. Je veux Ouais. dire, ce sport a toujours eu ce kiff de voir les mecs. Et Duran, quoi. Tu vois, Duran, Pacquiao, des mecs comme ça. tu te remontes beaucoup plus encore à l'ancienne, des Henry Armstrong ou des trucs, tu vois, où les mecs montaient de grosses catégories en plus pour le coup, pour aller chercher de la grandeur. Et en fait, on les voyait comme les combats fous, quoi. Quand Duran il va prendre Léonard aujourd'hui, le 1, c'est une des plus belles victoires de l'histoire de la boxe Ouais. parce qu'il fait ça. Il le fait bien. Et tu vois, j'ai l'impression maintenant, on a fait une génération de fans qui n'apprécient plus ce truc-là. Tu me diras, on l'a eu avec Usyk quand même, hein. Qui se dit Vous chacun doit avez rester dans des sa chambre, discussions. tu vois. Chacun doit rester dans sa chambre et dans ses Mm. machins et ses machins. Alors on va me rétorquer, tu voulais pas Gervonta Davis, Inoue. Si tu regardes les carrières, Et voilà, fallait quand même. l'évolution des poids des deux, ça n'a aucun sens. Là, ça a Bah oui. plus de sens pour le coup. Mais tu vois, je vois pas le. J'ai noté quand même en pourcentage juste pour le montrer, mais pour aller fighter Canelo, il monte de 100, même si tu as raison, Dylan, c'était plus 547, mais bon, il a fait un combat à 154, il monte de 154 à 168, 14 pounds, 9,1% de masse corporelle en plus. Quand Usyk il affronte Fury, il y a 55 pounds de différence, il y a 24,3% de différence de masse corporelle. Et on ne dit pas à Usyk que ça sert à rien. Alors oui, c'est pas, tu vois, techniquement dans les KT en dessous, la différence entre quelques kilos, elle est importante parce que Puis les lourds, c'est des ovnis, c'est différent. voilà, les lourds, c'est des ovnis. En fait, Usyk, il peut avoir 50 pounds de moins, il bouge 10 fois mieux que les autres. Enfin, tu vois, il est plus technique que les autres. Donc, je vois le contre-argument. Mais je sais pas si vous êtes d'accord. On a perdu ce côté que ça nous fasse kiffer que les mecs, les grands, en tout cas, les all-time greats, comme peut l'être Crawford, aient cherché de la grandeur. Et puis, en fait, peu importe si tu perds, tu vois. Ouais, exactement. Bah, ça rejoint aussi le truc et le poison qu'a laissé Canelo, Mayweather, entre autres, avec le fait de vouloir garder le zéro.
Et le fait que du coup, les gens gardent leur zéro et choisissent plus ou moins leur combat, s'évitent les uns les autres, fassent des calculs et qu'on ait aussi une complexité dans l'organisation des combats. Après, j'ai l'impression justement, t'en as justement parlé en parlant du Zik Fury, que finalement, bah, avec les années qui arrivent, on commence à avoir petit à petit les lignes qui commencent à bouger, on commence à avoir des beaux déplacements dans les catégories. Mais c'est sûr que ça, c'est pas comme dans les années 80, on est sûr et certain. Et je pense pas que malheureusement qu'on aura une époque où, comme avec les quatre rois, où chacun se boxera dans n'importe quel caté, on va rejoindre l'autre, on va se faire casser la figure, c'est pas grave, on va revenir dans une autre caté. Ça, je le vois moins. En revanche, je trouve que ça revient, doucement, doucement, ça revient. Et c'est ce qui fait que l'exploit est encore plus beau, surtout dans notre génération où justement, on cherche absolument à conserver son zéro et que finalement, on a des Crawford qui prennent des risques comme ça. En vrai, Dylan, tu sais ce que tu as dit tout à l'heure, quand il monte à 175 prendre Bivol, à l'époque, il va pas prendre Beterbiev. Hein. Alors, ça a bien vieilli, tu vois, Bivol maintenant. Mais à l'époque, ce qu'on dit, souviens-toi, c'est que C'est du cherry picking. il va prendre celui qui est le moins dangereux des deux, en fait. Ouais, bien sûr. Et surtout, enfin, même quand il prend Kovalev à l'époque et tout, en fait, le jump, il est énorme aussi parce que Canelo il est tout petit. Ça, on oublie tout le temps parce que là, on parle de ouais, mais il y a 2 KT de différence, oui, mais machin, oui, mais truc. Oui, alors déjà, je sais pas le soir du fight combien il y aura de différence exactement en termes de poids parce que ça a son importance. Est-ce que Canelo il cut 25 pounds? Je suis pas sûr, sachant que en boxe, tu cut quand même moins qu'en MMA. Je sais pas à hauteur de combien il cut Canelo, j'avoue, mais il fait 1m71, Crawford fait 1m73. Crawford est plus grand que Canelo. Donc en fait, le jump de catégorie, il est énorme, mais il est pas non plus. Il est pas délirant en fait, il est pas débile. Et effectivement, Ouais. Canelo, quand il monte, pour Bivol, qui est Bivol pour le coup, qui lui met 10 cm dans la gueule, pareil pour Kovalev, je parle même pas, parce que tu citais Usyk avec les 55 livres de différence. Là, Usyk, il y a 26 cm d'écart. Enfin, je veux dire, tu vois, 16 cm, pardon. Il y a 16 cm d'écart. Enfin, c'est des. Là, il y a des vrais gaps. Là, honnêtement, la taille joue beaucoup en boxe, peut-être plus que le poids, tu vois, sur la façon dont tu développes ta stratégie, etc. En taille, ils sont équivalents. Enfin, même Crawford est plus grand. Ils ont la même allonge à 1 cm ou 2 près. Crawford, on a vu des images là quand même. En Oui, c'est plus, ce que j'allais dire, c'est un bœuf, hein. il est en train de réussir quand même de réussir sa prise de masse, tu vois. Ouais, Le mec, affûté comme c'est pas permis, Elle est impressionnante. il va arriver en forme, le mec, attention. Ouais, il arrive en mode taureau. C'est ça aussi, je voulais qu'on rebondisse sur ça, sur le fait que déjà, ils ont plus ou moins le même gabarit. Et que, par contre, ce qui est un point où je rebondis, c'est que je me dis que Canelo, il a souvent boxé plus grand. Et justement, Crawford, lui, il a souvent boxé des gens de sa taille, voire plus petits, ou chouïa petit. Donc ça joue aussi, même s'ils font la même taille, l'expérience de combat et les oppositions qu'ils ont eues ont été assez différentes. Donc ça va être une approche du combat et des styles, mais on rentrera dans l'approche technique un peu plus tard, mais ça va être des styles et une approche du combat qui va être un peu différente. En revanche, ouais, je suis d'accord que, mais c'est pas pour autant que l'écart de taille et l'écart d'annonce va être annulé, ça c'est sûr. Mais c'est sûr qu'en tout cas, là, Crawford, on a des images d'entraînement où Solide, hein. physiquement, tu te dis, il est prêt, il arrive vraiment prêt physiquement. Ouais. Ah ouais, et pour, tu vois, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, sur ses recherches au nom de grandeur, il a commencé en lightweight, à 135, Crawford. Ma comparaison de tout à l'heure, Roberto Duran, c'est le plus grand lightweight de l'histoire. Mais il n'a pas commencé en lightweight, quand c'est beaucoup plus bas. Il a été chercher Marvin Hagler. Ouais. Et il a fait un sacré fight. Parce Voilà. en plus, je tiens à préciser, parce qu'il perd le fight, mais c'est une singerie ce fight. Hein. Bah, c'est ça la boxe des grands, en fait. C'est ça la boxe tu vois, qu'on est censé kiffer chez les grands. Oui, C'est oui, les oui. grands, Canelo et Crawford. Tu vois, je remets aucun des deux, je les remets en cause. Donc il m'excite ce fight. Enfin, tu vois, le résumé de tout ce que je dis depuis tout à l'heure, les gars, c'est que comme vous, moi, il m'excite ce fight. Et j'ai envie de voir ça, quoi. Parce qu'on n'en a pas eu beaucoup dans notre génération. Même si tu as raison, Kabir, ça s'améliore ces derniers temps. Mais on n'en a pas eu beaucoup dans notre génération de tout ça. Donc c'est hyper important. On fait dériver, même si on est déjà un peu dans le débat sur qu'est-ce que ça change un peu pour tous ces gars-là dans l'histoire selon les scénarios qu'il y a. Canelo, on l'a dit, Canelo, il y a quand même un côté lose-lose. Si tu le bats, tu étais censé le battre. Si tu perds, ouais, ça fait une tâche quand même un peu sur ta legacy. Tu vois, s'il le bat, c'est pas la victoire qui est career defining pour Canelo. Ce sera pas celle-là. C'est pas ça. C'est pas la première victoire que je pense les gens retiendront dans l'histoire. Ouais, Ça dépend comment il bat. Ils retiendront plus Golovkin une fois qu'ils regarderont que les Ouais, mais ça dépend de la manière. Mettre KO un mec qui était invaincu, qui a nettoyé toutes les catégories en dessous, même s'il vient chez toi. Tu mets KO gros, Crawford, attention les yeux quand même. Hein. Ouais, peut-être. Canelo qui laisse Crawford parallèle au plafond, je pense que sur la Legacy, c'est joli. Hein. Ouais, Non, ça reste joli. Hein. Et Ça- quand on ira voir Crawford, on dira attends, il a perdu une fois par KO contre Canelo. Ah ouais, Canelo, c'était du sérieux. C'était du sérieux, Canelo.
Si tu Ouais, regardes peut-être dans pareil, t'as raison. Tu regarderas le box rec, tu sauras plus à quel âge ils étaient vraiment et tout. Ouais, là, on ne dira pas que ça s'est fait trop tard. Et pareil, même la KT. Je suis même pas sûr qu'on dira, ouais, mais c'est Crawford qui est quand même monté. On verra surtout que Crawford, il a perdu qu'une fois et c'était contre Canelo, vieillissant même. Ouais, je t'entends. Avant de faire la legacy globale, nos petits classements qu'on aime bien, nos petits classements subjectifs de la boxe qu'on aime bien, je pense qu'on est tous d'accord, même moi, l'amoureux d'Inoue, on l'a dit. Usyk avec le run qu'il a fait là, bon, il est en haut. Il est en haut de la pyramide, il est numéro 1 pound for pound. Ça passe devant, Crawford, si ça gagne? Oui. Ouais. Parce que l'exploit, il est plus dingue. L'exploit, même si Usyk, Moi, je dis non. c'est dingue. Ça va être un bon débat. Ok. Ouais. Moi, je me permets, je te dis que ça va être encore plus dingue parce que au-delà, pour moi, le seul truc qu'on aurait pu reprocher à Crawford, c'est le fait qu'il boxe pas assez. Donc ça, c'est l'un des principaux arguments qui fait que moi, je le mets pas numéro 1. Et j'en parle même avec des gens de la salle. Ils me disent, ouais, moi, pour moi, il est quand même numéro 1, même si. Parce que toutes ses victoires, elles sont notables. Il bat le gars qu'il faut battre avec la manière. Et ce qui est dingue, et bon, je me mouille, et j'espère que ça va se passer comme ça d'ici 2 semaines, c'est qu'il le bat et qu'il le fait passer pour un nul, en fait, limite. Tu vois que les deux font même pas le même sport. Moi, je pense à Spence, le combat contre Spence, c'est une dinguerie parce que la semaine d'avant, tout le monde était sur le qui-vive, on était tous à se dire 50-50, ouais, mais Spence, chacun. Et le soir même, en fait, c'était un sparring. Il jouait un sparring contre son petit frère. Donc je me dis, peut-être pas Canelo, ça va pas se passer comme ça, mais je pense qu'on en a parlé en message, je pense qu'il y aura une sacrée clim. Il y aura une sacrée clim qui va se passer du côté de Canelo, mais bon. Je pense qu'avec cet argument-là et ce fait-là, ce sera difficile de le déloger. Hein. Il est difficile de le déloger. Moi, je veux rester sur le même argument que j'ai toujours sur les trucs pound for pound. En fait, le truc des catégories, quoi. Donc, effectivement, Usyk, moi, c'est pour ça que Usyk, c'est mon numéro 1 depuis le début, depuis qu'il est champion du monde poids lourd. C'est de dire, c'est la définition du pound for pound, puisque lui, il a été prouvé que pound for pound, il était meilleur que les mecs, puisqu'il est meilleur que des mecs qui lui mettent 50 livres, tu vois. Si tu deviens champion undisputed dans 3 KT, et là en plus en faisant un jump de 2 KT, bah là pour moi, t'as prouvé que pound for pound, t'as prouvé que t'étais le meilleur à minima de lightweight à super middle. Bon, en termes de la définition de pound for pound, et donc de ce que tu vaux, bon, tu l'as prouvé en fait, c'est pas juste de la branlette intellectuelle de se dire oui, mais si Usyk il faisait 1m60 et qui combattait en phaser avec ses capacités, qu'est-ce qu'il ferait? Là, c'est pas ça, tu vois. Là, c'est de dire voilà, là, factuellement. Et en plus, effectivement, j'allais citer le combat contre Spence parce que dans les 3 qu'on cite, le seul qui récemment, du moins, a fait un combat contre un autre top pound for pound, c'est Crawford. Parce qu'à l'époque où Crawford il est 2e, 3e, Spence il est classé entre 5 et 7, suivant les 5 et 8, allez, suivant les classements. Il humilie un mec qui est dans le top pound for pound aussi. Donc tu vois, pour moi déjà, il a encore ça. Le combat contre Madrimov, pour moi, ça n'a pas annulé sa prestation contre Spence. Hein. Il monte de KT contre un mec qui physiquement il perd et tout, et il fait quand même un sacré fight. Et là, tu bats Canelo. Pour moi, t'es le patron, et en plus, du coup, à mon avis, il prend sa retraite derrière. Mais là, tu pars dans le soleil couchant, et cette expression, on l'utilise souvent, mais t'as fini la boxe. Bon, bah là, 3 fois undisputed. Enfin, je sais pas si. Enfin, en 3 KT. Je peux t'entendre. J'ai un argument qui me le fait passer devant. C'est ce que t'as dit, Kabir, tout à l'heure. Il lui fait une Spence où il l'atomise. Ok, ça devient compliqué. Moi, je le sens. Hein. Moi, je le sens qu'il va lui rouler dessus. Ça devient compliqué. Le reste, moi, les gars, c'est le run. Usyk, c'est une folie. Alors, je vais pas vous le dire à vous, hein, mais c'est une folie. Et quand je compare quand même le run de Crawford, les mecs qui l'affrontent, c'est pas de sa faute. Il n'a pas été dans des KT où il y avait quand même des ultra cadors, à part Spence. Mais Spence, moi, j'ai quand même. Il n'y a pas photo. Hein. Le meilleur boxeur des deux, c'était Crawford, et il l'a prouvé de loin. Mais j'ai un gros astérix sur Spence. Enfin, un gros astérix possible, en fait. La même semaine, il y a Inoue Fulton et Spence Crawford. Qu'est-ce qu'il a fait Fulton depuis ça? La victoire, elle vieillit bien de fou. Qu'est-ce qu'il a fait Spence depuis? Il a littéralement rien. Mais en fait, il s'est tellement fait rouler dessus que il est sûr qu'il n'y avait pas aussi le côté, l'accident. Est-ce que c'était vraiment le meilleur Spence? Là, tu vois, je fais l'avocat du diable, mais est-ce que c'est le meilleur Spence qu'il a? Ouais, mais ça c'est de la littérature. Ouais, je sais, mais c'est pas parce que tous les. C'est là où le débat, il avait. Ouais, Nomas, il avait mal au ventre, tu vois. On s'arrête pas, en fait. On pourra être son phrase, tu vois. Je suis pas, tu vois, si elle avait bien vieilli, si Spence revient, qui redevient champion du monde, qui te remet, tu vois, qui part à la KT dessus, qui machin. Là, Spence, il a disparu total, quoi. Est-ce que Crawford, il est responsable de ça? Tu vois, c'est comme Inoue, tu vois, Inoue, donc je suis plus impressionné par le run de. Je suis plus impressionné par le run d'Usyk.
Les noms qu'il a en 135 et en 140, Crawford. Alors, t'as raison, Dylan, 3 fois undisputed. Enfin, je remets pas en cause, qu'on vienne pas m'attraper le col dans les commentaires, Crawford. C'est un boxeur incroyable et all-time great. On va parler après, legacy historique. Le run, il est plus impressionnant pour moi. Oui, De Usyk. oui. Les noms qu'il bat, comment il les bat, où est-ce qu'il les bat. Et en très peu de temps, en fait, hein. C'est vrai qu'il a fait. En très peu de combats, il a réussi à tous les arracher, hein. C'est vrai que Usyk, il a un beau run. C'est Mais. compliqué, quoi, tu vois. Crawford, ça fait depuis 2014 qu'il combat pour le titre. Moi, ça, tu vois, enfin, ça fait 11 ans que le mec, c'est que des combats pour le titre. Ouais, Il- comme Inoue. Ils ont la il- même. Ouais, voilà. Ils ont levé Il le. n'esquive personne, hein. Comme Inoue, il esquive personne, hein. Alors, ça veut dire que Crawford, il a esquivé un gars. C'est pas plus en quelques minutes, mais bon. Le résumé est pas dégueu, pas du tout. Mais Usyk a tellement un résumé de fou malade, en fait. Non, mais ça, je peux comprendre, effectivement. Mais après, t'as des. Ouais. Non. C'est compliqué. Non, moi, je Comme je maintiens que- t'as des Inongo, le run quand même, Amir Khan, Cavalioskas, Kelbrook, Sean Porter, Avanessian, Errol Spence, Madrimov, c'est quand même pas mal. La série sur laquelle il est là. En welter, il est pas mal, même si bon, Ouais. peut-être Brook et Khan, t'es quand même un peu plus sur la fin. Mais Oui, c'était sur la fin, mais bon, ça. Porter, je donne. Horn, je pense que. Porter, en plus, il y a le scénario et tout. Enfin, il y a tout ça aussi qui joue avec Crawford. Je pense que c'est le. Il y a Porter, elle est très style de fight. Et même Errol Spence, hein. Moi, je suis d'accord avec toi que tu es obligé de te dire c'est bizarre que Spence se soit fait à ce point-là casser la gueule. Mais pour moi, c'est le même truc que Inoue Fulton. Pour moi, il y a. Et c'est marrant parce qu'on avait eu effectivement la même semaine ces deux fights et on s'était dit il y a vraiment des gens qui sont pas dans la même galaxie que les autres en fait. Tu combats contre un champion du monde en face et tu le rends ridicule. Tu vois, Est-ce voilà, que Zach Gabir, tu vois, t'as raison. Peut-être que Spence, il s'est fait trop battre, en fait. Fulton, il aurait pu se faire ensuite. Hein. Peut-être qu'il tellement il s'est fait rouler dessus, la défaite, elle l'a rendu. Et Fulton, Fulton, il se fait rouler dessus pendant 8 rounds, non? Ouais, puis c'est pas enfin Fulton, c'est encore différent parce que je pense qu'il perd contre un mec qui est pound for pound. Il n'y avait pas eu un build-up non plus qui datait, qu'il n'y avait pas, il y avait pas C'est un 7 ans de 50-50. build-up derrière. C'était pas un 50-50. Pas un 50-50. Spence Crawford, c'est le dernier Ring Magazine papier avant le rachat Turquie. C'est-à-dire, c'était un numéro, ils sortaient un numéro tous les 2 ans à l'époque, le Ring Magazine. Ils ont fait un numéro spécial avant le fight, où ils sortent un truc en disant, tout le monde, et moi le premier, on était tous à dire, ok, ça c'est un fight de l'ère des K3. Ah, mais je suis d'accord. C'est ce genre de fight qu'il y avait à l'ère des K3 pendant 10 ans, c'est ce genre de fight qu'ils ont eu, tu vois. Je le dis. J'ajoute pour l'impact performant, justement, tu vois, le fait qu'ils aient boxé la même semaine, encore une fois, hein, et qu'on parle plus de Crawford que d'Inoue. Tu vois, ça en dit long aussi sur l'impact qu'il a, alors que, tu vois, c'est pas non plus le visage de la boxe, Crawford. Non, surtout l'impact post-Spence, enfin vraiment, et c'est pour ça que Spence perd ce fight-là, où il y a des années de build-up, il y a l'accident de voiture, enfin tout ce que vous connaissez normalement, ceux qui nous écoutent, et si vous connaissez pas, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur l'histoire parce qu'elle est incroyable. Je crois que Boxing Academy France a fait un super flashback sur le sujet. Comme d'hab. Mais vraiment, en fait, le build-up est énorme. Moi, il n'y a pas beaucoup, sur les 20 dernières années, sans déconner, il n'y a pas beaucoup de fights qui ont atteint ce level d'anticipation chez moi. C'est-à-dire que j'étais vraiment debout sur mon canapé pendant tout le fight. Pendant une semaine, j'étais surexcité à l'idée de voir ce fight. À partir de 5h du matin, j'avais le cœur qui tapait à 150. Canelo, Golovkin, quand même, c'était du sérieux. Ouais, mais voilà, Canelo Bah ouais, c'est des mots-là, tu vois, c'est les combats que t'attends, qui dit faut que ces deux gars-là s'affrontent, en fait. Je peux t'en citer peut-être 5 sur 20 ans. Voilà, où vraiment j'ai vécu le build-up en mode putain, ça va être une folie. Ah, j'étais comme un fou aussi, tu vois. Là, moi, je réfléchis aussi avec un peu de recul, j'essaye de voir. Tu vois, le run à 140, c'est quoi, Idongo, enfin, tu vois, c'est pas des mecs, c'est vraiment pas des cadors pour le coup. Hein. Non, Idongo, ouais. C'est Canelo d'ailleurs, tu sais, dans la première conf, qui lui dit c'est quoi ta plus belle victoire? Tu sais, Ouais. ce passage-là? Ouais. C'est Postol, tu sais, il se moque un peu en mode. Et non, bah, il déconne parce que c'est Spence, tu vois. Quoi qu'il arrive, t'as raison, Dylan, on peut pas réécrire l'histoire. On était comme des oufs et on le voyait comme un 50-50 et il lui fait la leçon. Mais derrière ça, il n'y a pas non plus, tu vois, des trucs total folie, quoi. Enfin, Usyk, je me tue. Par contre, vous allez entendre, j'espère, mon argument, parce que ça me permet de faire la transi sur le côté legacy all-time. Par contre, il bat Canelo. Peut-être que je le passe pas numéro 1 pound for pound devant Usyk. Mais sur le classement all-time, je le passe devant. Non, moi, je suis d'accord avec ça. Encore une fois, c'est un mec que tu te dis que tu aurais pu le mettre partout. Il a 30 ans, dans 30 ans, tu aurais pu le mettre et il aurait pu faire l'affaire et il aurait eu une ceinture, pour sûr. Ouais, Peut-être pas incontesté, hein, mais il y a 30 ans ou dans 30 ans, ce mec-là, tu pourrais le mettre. C'est pour ça, all-time great, et c'est bien de faire la différence entre un gars que tu peux mettre dans n'importe quelle époque et un gars que tu peux mettre dans n'importe quelle catégorie. C'est bien différent. Mais ça, j'ai aucun doute sur ça. Je suis en train d'imaginer des Crawford versus Hagler, des Crawford versus Ouais. Spence. Oh là là là. Ah, ben ouais, bien sûr.
Et en vrai, Crawford Duran, Ah, ça aurait été folie. Oh là là là. Regarde, Ça aurait et été- Ah ouais. j'espère que comprendront nos auditeurs la différence que je mets. C'est-à-dire que je vois le run de Usyk plus fort pour donner un point de fort point de là. Et ouais, et Usyk aurait été bon dans beaucoup d'époques aussi, tu vois. Mais Oui, oui, il y a oui. tellement de match-up de rêve, historiquement, avec Crawford, tu vois. Il pourrait tellement se mesurer à des grands que. Et puis j'aurais toujours tendance, moi, dans le classement all-time de toutes les KT, à mettre des mecs plutôt de ces catégories-là, plutôt que les poids lourds, mais c'est très perso. Oui, oui, oui. Mais je le mets plus haut, tu vois. Je le mettrais Mais plus haut d'ailleurs, parce qu'elle est trop forte. même sur les Et il est haut, hein. S'il bat Canelo, en vrai, les gars, on commence à parler de. Je dirais pas jusqu'à top 10, mais on peut parler de top 20, hein, top 25. Peut-être pas top 10, mais top 20, ça peut commencer à être une discussion, ouais. Vraiment. En tout cas, ouais. Je pense qu'on Vraiment. peut aussi prendre l'approche. Ça manque de grands noms Je peut-être pense pour à être plus haut que 25. Ça manque peut-être Ouais, ouais. de grands noms. Ouais, Je sais peut-être. pas. Mais après, Non. il est pas responsable de ça, tu vois. Il Non, est c'est issu ça. de sa génération et de son époque. Mais justement, c'est là où la discussion arrive et on se dit que s'il était né et qu'il pouvait boxer dans les années 80, il aurait eu sa place on aurait eu 5 rois, certainement. Ouais, ouais. Donc, c'est ça qu'il faut se dire. Et je me dis que plutôt que de parler de top, on peut aussi prendre l'approche qui est intéressante. Et je reprends, et un big up à Baba, au RMC Fighter Club, qui prenait l'approche de tiers. Et finalement, lui, il serait dans le top tiers, ça, pour sûr. Oui, il est dans le chapeau 1, ouais. Alors que Usyk, quand on discute, effectivement, c'est top, dans le top du top, mais est-ce qu'il serait, tu le mets au même rang que Ali, Joe Louis? Peut-être pas, tu vois. Alors que Crawford, Dans ces KT, Crawford, il est dans ce top-là. il est dans le haut du, Oui, très oui, haut du oui, panier, oui. même. Et Son pète au 4 rois, il est dans le très haut du panier. Crawford, Leonard, Crawford, Mayweather. Tu mets 5 rois. Si t'avais un Ouais. 5e roi. Bah, j'ai Crawford Hagler, quand même, les deux switch hitters, là. Non. Le changement de garde dans Hagler, tous les sens, là. Hagler, il laisse parallèle au plafond, hein. Mais bon. Je sais pas. Crawford. Et tu le mets dans toutes les KT, enfin dans toutes les époques, quoi. Crawford, Sugar Ray Robinson. Ouais. Mais ce que j'allais dire, Sugar Ray Robinson, ça marche aussi. Tu t'amuses beaucoup, en fait, avec Crawford historiquement. Donc, c'est intéressant pour Oui. cette place dans ce classement-là. Canelo, ça le renforce pas plus que ça pour le all-time great si Non. il a battu Crawford. Non, et puis en plus, je suis en train de penser, mais Canelo, tu vois, tu fais la comparaison, tu prends Canelo Hagler, je vois Hagler arracher la tête de Canelo, par contre. Tu vois, c'est marrant. Parce Ah, ce serait une belle guerre, hein. Là, je vois vraiment Hagler casser la gueule de Canelo, alors que je vois pas Hagler forcément casser la gueule de Crawford. Pas forcément. Je dis pas que ça arriverait pas, mais je le vois moins, en fait. Ah, Mais parce que Canelo, il est plus. Enfin, c'est un super boxeur, encore une fois, on n'est pas en train de minimiser ce que fait Canelo, ce qu'il vaut, etc. Mais je pense que la legacy de Canelo, elle n'est pas inchangée non plus, parce que tu accroches quand même un sacré nom. Mais encore une fois, je crois qu'il y aura, en fait, il y aura toujours des bémols et des astérix à cette victoire. Voilà. Et ça suffira pour dévaluer la victoire, alors que ce serait une immense victoire quand même, hein, parce que donner sa première défaite et son premier rouge à Crawford, quand même. ça scelle. Ce sera sa selle, hein. Oui, c'est ça, parce que quoi qu'il arrive, je pense que c'est son dernier fight à Crawford, hein, donc. Je crois que vous pensez que s'il perd, il prend la revanche? Non. Ok. Je pense pas. Je pense qu'il va prendre un énorme chèque. Parce qu'il y a de l'oseille en jeu, hein. Ouais, et surtout si ça se fait de manière litigieuse. Sauf scénario litigieux, ouais, peut-être. Ouais, sauf Imagine une décision, une salade, ça va à la décision. Crawford, Canelo, il a été compté, mais il gagne quand même parce qu'il lui a roulé dessus sur la fin. Enfin, tu sais, les salades pas fraîches comme on a eu avec Golovkin, en fait. Après, je sais pas, parce qu'il y a le truc des ceintures, il y a le truc des défenses de ceinture. Du coup, s'ils font un rematch, ce sera pas forcément une dispute. Ouais, il pourrait nous faire ça, la majorité Tu vois, draw, oh là là, ça comme peut être ça, compliqué, franchement. il pourrait nous faire un truc comme ça. Il pourrait nous faire un majority draw ou un truc bizarre, on ne sait pas. Si ça va à son terme, en fait, là, on retombe dans les travers de la boxe comme on a toujours eu, tu vois. Et donc, si ça va à son terme et que c'est qu'on a une décision qui peut être litigieuse, on pourra avoir un deuxième opus parce qu'il y aura plus d'oseille à se faire et que, surtout si on le fait rapidement dans la foulée, avec la Turkey Money, c'est possible. Mais tu vois, et pour rester sur ce débat, je voulais le citer parce que c'est un ami de Jabenouk, hein, qui est venu plusieurs fois et qui reviendra. Philippe, notre ami Pipa, lui, je l'ai vu sur les réseaux dire, je cite, le résultat de Canelo Crawford ne changera rien au legacy des deux hommes. C'est pour ça que ce combat sera fun, mais pas important. Tu vois, même, tu vois, il y a des avis divergents en fait là-dessus. Ouais, c'est un avis qu'on peut entendre, bien sûr. Après, ouais. Parce que je pense qu'il parle aussi du moment où ça se fait, de, tu vois, si Crawford le bat, tu te diras, les mecs diront, bon, bah, Canelo était trop sur la fin, tu vois, je pense que je lui en reparlerai quand on se verra, mais je pense que c'est plus dans cet ordre-là qu'il le dit. Tu vois. Après, Canelo, il a jamais perdu en super middle, hein. Tu vois, enfin, même si effectivement, il est pas dans une forme éclatante et que ses derniers combats sont décevants et tout, moi je suis d'accord avec ça et qu'il est sur le déclin, évidemment. Il a jamais perdu en super middle, Canelo. Et effectivement, il a pas mis KO ses adversaires depuis 4 ans. Par contre, je j'ai pas le chiffre exact en tête, mais il les met quasiment tous down. Ouais. Avec son petit crochet en contre. Enfin, tu vois, il est quand même dangereux, Canelo.
Et c'est quand même un énorme nom que t'accroches. Enfin, c'est quand même. Enfin, Ouais, le mec c'est a ça. perdu que 2 fois dans sa carrière, même si effectivement il y a Golovkin, mais merci Madame Bird. Tu peux pas. Tu peux pas minimiser pour moi ce que fait Crawford, ce qu'il est en train de faire. En plus, Crawford, il monte de 2 KT, il fait un super fight, et c'est même pas comme si il faisait un cherry picking. Il prend le mec qui est champion undisputed, donc il a même pas le choix en fait. Je sais pas, il va pas dire ah bah non, moi je vais prendre Benavidez en 168. Enfin, ça a pas de sens, tu vois. Il prend le mec qui a les ceintures en fait. Donc, enfin, pour moi, être undisputed dans 2 KT et dans 3 KT et devenir le seul de l'ère des 4 ceintures à devenir undisputed dans 3 KT, Ouais, ça moi, change ta c'est que ça legacy. change ta legacy quand même. Ah, Hein. Je comprends. Ouais. je suis d'accord avec toi quand même. Il y a un truc qui s'écrit si tu fais ça. C'est évident. J'ai l'impression. Ouais. La base. Et j'aimais bien ce débat-là parce que ça m'a permis, j'ai rebondi, ça, au moment où on enregistre, j'ai vu passer ça cette nuit, pendant mon moment où je dormais pas, d'un mec qui a fait son classement du top 20 du 21e siècle. Ce classement d'ailleurs qui avait aucun sens. Avec Wilder en 14e et tout là. Ouais. Et Spence en 8e. Spence en 8e, Wilder en 14e. J'ai vu, oui. Ce qui, parenthèse ouverte, me fait dire que c'est quoi, on va se le faire, les gars, parce que ça fait on est au quart de siècle, on est en 2025. Je pense que ça peut être Faut cool qu'on se de le se faire fasse, ça. Nos top 20 ou 25, tu vois, du premier quart de siècle du 21e siècle. Et dans ces classements-là, bah, ça peut bouger avec une victoire comme ça, en effet, contre Canelo. Ouais. J'en arrive à ma tech de fou, parce qu'on pouvait se demander aussi, le boxeur, au-delà du quart de siècle, le boxeur le plus important de cette génération. Usyk, Crawford, ça revient un peu à un débat qu'on a eu. Les gars, le boxeur le plus important de sa génération, c'est Naoya Inoue. Vous avez vu à quel prix se revendent les billets au marché noir là? Ouais, c'est abusé. Pour Akhmadaliev, Ouais. Abusé. les billets à 60 euros, ils se revendent 760. Les billets à 450, ils se revendent 1900. En fait, pourquoi je dis ça? C'est le boxeur générationnel parce que c'est celui qui a eu le plus d'influence sur la boxe dans son pays. Mm. Il y aura un avant et un après Inoue au Japon. Il a changé son C'était pays. déjà carrément. un pays de boxe. Hein. Oui, mais il a changé son pays, lui. Ouais, Il a changé son pays en boxe. je suis d'accord. Usyk l'a pas fait, Crawford l'a pas fait. Et c'est des gros pays. Crawford, c'est chaud de changer le truc aux Et États-Unis. Usyk, t'as un sacré contexte qui fait que tu peux pas changer la boxe dans ton pays quand ton pays. C'est chaud. Mais Tu vois. Oui, puis il y avait les Klitschko avant lui. Enfin, bah, c'est situationnel, t'as raison. Mais pour moi, le boxeur générationnel, c'est Inoue. Sur l'influence qu'il a eue sur ce sport. Mais c'est très local, tu trouves pas? C'est vraiment très local. Je dis à l'échelle du Japon, il y a aucun doute là-dessus. Mais Il y a des Américains qui suivent les Japonais aujourd'hui, qui sont à fond sur les réseaux à suivre. Moi, j'en suis un exemple. Ça va plus loin que le Japon, Kabir. Est-ce que Inoue a eu plus d'impact pour la boxe japonaise que Hippo Makunuchi ou que commence pas. Hein. Joe Yabuki? Non, mais en vrai, par contre, c'est un vrai débat. Non, mais Tu sais que Qui a eu je plus suis pas, d'impact sur la je boxe suis pas consommateur de manga, mais moi, oui, tu vois, clairement. Tu vois, mais pas parce que je suis pas consommateur de manga. Donc, Ouais, mais du coup, c'est intéressant. mais est-ce que je connais, en vrai, est-ce que je connais Kenshiro? Est-ce que je connais les pépites, là, les Yuta Sakai, les Reito Tsutsumi ou les Ouais, machins, s'il n'y a si pas tu Inoue? pas une toi. Usyk, Je les regarde, ces mecs-là. Usyk, il t'a chopé une médaille au JO. Usyk, il a fait un run magnifique. Son pays, il était en guerre. Il est parti dans les autres pays. Il leur a cassé la figure. Il est devenu champion dans une KT où personne n'attendait. Ouais, mais ça n'a pas l'impact culturel, je suis d'accord avec Mais Alex. impact culturel. Ouais, je suis pas d'accord. Franchement, Sur l'impact culturel, quand même. je minimise peut-être, hein, mais Usyk, c'est du sérieux aussi. Hein. Ah, mais bien sûr, mais. Et puis Canelo. Canelo, c'est du sérieux aussi. Hein, parce que Canelo qui remplit des stades où le monde s'arrête de tourner. Et même, je vais te dire, hein, Pacquiao. Hein. Pacquiao aux Philippines, où son pays entier s'arrête de tourner. Et c'est le plus grand nom de la boxe. Pacquiao, c'est une autre génération de de temps. culte, tu vois. C'est pas cette génération-là. Là, je pensais à Canelo, plus Canelo, Usyk. Crawford, ça se sûr, il est pas dans le débat. Pacquiao, il a combattu encore il y a 2 semaines, tu vois. Donc, je sais pas. Ouais, mais gros, ouais. Bah ouais, non, mais c'est vrai. Là, c'est pas des qualités de boxeur, mais t'as raison. L'impact. Usyk, c'est très situationnel aussi. Il peut moins machin. Mais le Crawford, tu vois, Crawford, il a vu ce qu'est devenu la boxe aux États-Unis. Il n'aurait pas pu avoir cet impact-là. Mais c'est aussi parce qu'ils intéressaient moins, ces mecs-là, que la génération d'avant, tu vois, et que le public américain, il a lâché. Le Japon, tu as eu des énormes combattants dans l'histoire du Japon. C'est Ah oui, les Fighting Harada et compagnie. Ouais. l'inverse qui s'est passé là. Il a créé une vague. Tu penses que Usyk n'a pas créé cette vague-là Tu vas dans les écoles au Japon, il y a des milliers de petits Inoue, vraiment, qui se mettent à la boxe très tôt. Voilà, j'ouvrais, tu vois, c'était après avoir ouvert mon cœur à Bam, Kabir, j'étais obligé de mettre une. Non, mais je suis chaud d'avoir les commentaires là-dessus parce que je suis plus partagé, même si. Parce que je trouve que l'impact est assez local. Mais t'as raison, dans le monde entier, on parle d'Inoue, mais là où je me dis, Usyk, il a quand même fait quelque chose de très fort. Et justement, tu parles de l'aspect situationnel. Justement, en temps de guerre, il a réussi à faire ça. Ça restera, historiquement, ça restera quand même fort.
Non, mais avoir on n'en parlait pas autant du Japon avant. Enfin, c'est... Non, mais je suis 100% d'accord. Ils l'ont mis sur la carte. Turquie Ouais, va moi, c'est faire, ça qui a changé. Ouais, Turquie va faire une carte 100% Japon à Riyad. ouais, ouais. Ouais. C'est délirant quand ils pensent. Mm. Ça arrivait pas il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Ah, c'est sûr. Impossible. Non, non, Ouais. clairement. Ils étaient au Korakuen et c'est tout, tu vois. Oui, voilà, c'est ça, exactement. C'est donc l'impact global. Mais tu as raison, hein, c'est intéressant dans les commentaires que vous nous disiez sur ça. Ouais. Dernier débat qu'on voulait un peu ouvrir sur le Canelo Crawford et on dit on y reviendra sur la preview vraiment du combat en lui-même et la partie technique. Mais vous avez vu que Jarwan Ennis, Boots, était en camp avec Canelo, sparé avec Canelo pour préparer le combat contre Crawford. Il y a eu beaucoup de critiques de beaucoup de gens dans le milieu aux États-Unis sur non, il n'aurait pas dû le faire. Moi, j'ai noté dans mon conducteur, j'ai noté, c'est pas ça. Faudra avoir la ref pour les gens de. Tu vois, je suis pas manga, mais j'ai quelques refs quand même. C'est pas comme si Krillin avait aidé Vegeta à préparer son fight contre Seppo. Exactement. Non, Petit Cœur plutôt, parce que Petit Cœur, il est rival Ok. de Son Goku Tu vois, historiquement, tu si tu veux. connais mieux, mais Non, mais en vrai, c'est. je vois pas pourquoi il y a débat en fait, les gars, sur ça. Non, non plus. Non, c'est un faux débat, mais là, c'est juste pour envoyer des crottes de nez à Dylan parce qu'il aime bien Boots. Mais en vrai de vrai, évidemment, c'est la boxe. Il faut que. Pour battre le meilleur, tu vas t'entraîner avec les meilleurs, il n'y a aucun doute. Mais là, on va juste prendre 5 minutes de fou de la gare pour se moquer de Boots parce qu'il a pas eu. Parce que tu peux un peu le voir aussi comme le gosse capricieux qui n'a pas pu avoir. Qui a pas pu avoir Crawford et qui se dit bah, tu sais quoi, bah, je vais boxer contre ton pire ennemi. Et vu que je boxe un peu comme toi, bah, je vais faire tout pareil et t'inquiète, il va te battre. Tu vois, je le vois un peu comme ça, mais vraiment, c'est des gamineries. Pour faire plus sérieusement, c'est évident que tu te prépares avec les meilleurs et que Boots, c'est l'un des meilleurs. Ils ont un style qui n'est pas forcément identique, mais ils ont une approche qui est assez similaire dans la manière de changer de garde pendant les combats, un switch hitter. Donc, ils ont cette approche-là qui peut être super intéressante à travailler pour Canelo. Je pense que Canelo, il a quand même l'expérience du combat et limite même la rouille du combat au point de pouvoir gérer des combattants comme ça, mais pas du même acabit que Crawford. Et vu que Boots, pour moi, hein, et là je laisse Dinan rebondir, n'est pas non plus du même acabit que Crawford, ça reste une bonne préparation, mais ça suffira pas, ça suffira clairement pas. Et donc, voilà. Non, mais c'est même pas une question de ça suffira ou ça suffira pas. C'est que personne n'est au niveau de Crawford. Et donc, tu peux pas te préparer pour Crawford autrement qu'avec un mec qui est switch hitter, en fait. C'est le seul truc que tu peux faire. Et le seul très bon switch hitter dans ces catégories-là, bah, c'est Boots. Et c'est même pas qu'ils ont le même style ou quoi, hein. C'est juste que vraiment, purement, le seul mec qui est capable de changer de garde aussi aisément que Crawford, même avec une technique et une approche différente, c'est Boots. Donc pour te préparer à un mec qui peut changer de garde à tout moment et qui peut te faire des prises d'angle qui n'existent pas autrement, hein, parce que quand tu es switch hitter, c'est pas juste... Enfin, quand on dit switch hitter, c'est pas juste je boxe en gaucher, je recule, je me mets en droitier et ainsi de Non, suite. c'est pendant ta combinaison. Et voilà, tu peux changer pendant ta combinaison. Hagler, par exemple, le faisait très bien, où il arrivait à couvrir des distances pas possibles parce qu'il changeait de garde pendant un coup de poing. Enfin, c'était encore autre chose. Mais sur des mecs comme Boots, comme Crawford, ça leur permet de prendre des angles incroyables et inhabituels. Donc Canelo, effectivement, il a quasiment tout vu dans sa carrière. Un mec, il a 66 combats ou je sais plus combien. Mais il n'empêche que ce genre de choses, ça n'arrive que très peu. Et c'est pas comme te préparer contre un gaucher, te préparer contre un droitier, contre un puncher, contre un mec qui boxe à distance. Là, c'est vraiment te préparer contre un mec qui va prendre des angles que tu n'as pas l'habitude de prendre. Donc, le choix du camp de Canelo est excellent. D'inviter Boots, vraiment, parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Enfin, c'est le meilleur choix possible. Alors après, moi, que Boots, il y aille, écoute, il prend un billet énorme, je pense, pour ce camp. Parce qu'en plus, il est resté vraiment... Il n'est pas juste venu faire des photos. Il a spar, il est resté long, il est resté plusieurs jours, voire semaines dans le camp et tout. Donc, il a dû prendre un sacré billet. Pour moi, c'est logique. Et encore une fois, en plus, enfin moi, le côté, oui, mais c'est un Américain. Donc, il devrait pas aider un Mexicain contre un autre Américain. Il y a tellement de boxeurs aux États-Unis, heureusement qu'ils sont pas tous potes et solidaires, faut pas déconner. Enfin, on n'est pas en France, tu vois. Ouais, mais c'était ça un peu le débat, hein, en vrai. Bah ouais, les ricains, ils étaient vraiment là-dedans, hein. Sur le côté, c'est un traître à sa patrie, quoi. Je vois pas, tu vois, c'est C'est pas des gamineries, ça. Moi, ma question. gestion en plus. Un truc bien. Enfin, tu vois, ils ont pas de relation. C'est pas, tu vois, par exemple, Frère, même, il veut. Oui, il quoi se fait, en fait. Wood, Était d'années. Donc, Crawford, il est proche d'un Shakur, par exemple, tu vois. Donc ça tu l'entendrais plus s'il y avait eu, Ouais. tu vois. Mais là, pas du tout. Par contre, deux observations quand même. Moi, je suis d'accord avec toi, Dylan. C'est le meilleur choix qu'il pouvait faire. Et ça prouve que Canelo, il est super sérieux sur ce fight. Et Oui, s'il qui y en est a- plus que sur les précédents. Ouais. Et s'il y en a un où il se réveille, peut-être que si on revoit un peu du Canelo, tu vois, de ce run dont vous parliez pour Ouais, conquérir les c'est le ceintures, moment. bah, c'est peut-être dans ce combat-là parce il sait que c'est un combat plus important que ce qu'il avait avant. Et waouh, Boots, il cut. Hein. Il est un sacré bébé. Hein. Ouais. Oh, quand tu le vois à côté de Canelo, Oh, il est vraiment gros. Hein. c'est quoi, C'était ce que je me disais. Je me disais d'un point de vue sport. C'était l'action que j'allais te poser, Dylan, parce que
Tu penses que la prépa aussi, d'un point de vue sportif, parce que c'est pas les mêmes morphotypes non plus, Boots et Crawford, tu Ah vois? non, du tout, du tout. Ça veut dire Boots, il est plus grand et plus effectivement, costaud. tu Ouais, peux ouais. t'arrêter sur le papier sur le fait que ouais, les 2 c'est des boxeurs qui peuvent boxer droitier et gaucher en même combinaison. Sur l'attaque et la défense, ils peuvent gérer en droitier et gaucher, ils cassent bien les angles, mais c'est enfin, Boots, c'est un gros bébé. Ouais, mais sur la prise d'angle, il y a pas d'équivalent et du coup, et c'est moi, je pense que c'est, sur le côté, gabarit, là, pour le coup, Canelo, il a tout vu, par contre. Il a tout vu du plus petit au plus grand, tu vois? Parce que Mais sur la partie prise d'angle comme ça sur un switch hitter, je pense que Canelo, il a jamais vu ça, hein. ouais, mais tu penses pas que, par exemple, aussi avoir fait la prépa avec un gars comme Madrimov qui justement a affronté Crawford et même si Crawford a gagné et il y a pas de débat, c'est un mec dur, c'est un mec qui avance, qui est dur, qui prend pas mal qui prend les coups et qui continue à remiser, qui remise bien avec son bras arrière. Ça peut aussi être, même si c'est pas du tout le même style que Crawford, ça peut aussi être un moyen de bien se préparer, tu vois? Bah, il Je en a sais de pas toute façon des mecs si comme ça dans son camp. Il en a un des Mexicains là qui cognent fort, même des mecs des Munguia et compagnie, hein. Il en a dans son camp des mecs comme ça qui avancent, qui tapent fort, qui ont un gros bras arrière. Mais effectivement, je pense que le choix de Boots pour moi c'était parfait et vraiment, d'accord avec Alex, c'est ce qui m'a fait, prendre conscience que Canelo prenait enfin un combat au sérieux. ouais, au sérieux. Pour la première fois depuis, longtemps. Ouais. Et ça fait plaisir. Un signe qui ne trompe pas, clairement, Mmh. les gars. Bon, on a fait le tour de ce côté un peu global autour de ce fight et on reviendra bien sûr dans Jab Hook sur la partie pure preview et puis on vous fera aussi la preview du reste de la carte puisque quand même on rappelle Christian Mbili contre Lester Martinez, t'en as parlé tout à l'heure Dylan. Et puis le même week-end, Yanaoya Inoue contre MJ Ahmad Aliev Beau fight ça aussi, hein. dans une nouvelle salle flambant neuve au Japon. C'est peut-être aussi pour ça que les prix s'envolent. Donc, ce sera une grosse émission parce qu'on aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire et de choses à preview. On passe à quelques news rapides, les gars. Bon, déjà, elle est là, la minute de Turkey 8 hebdomadaire. Elle est là, Kabir et Dylan. Donc, Turquie, comme Zurdo Ramirez n'est pas disponible pour une unification contre Jay Opetaia, on parle en cruiserweight, et je cite, Turquie, maintenant, veut que Opetaia monte en poids lourd contre Derek Chisora. Eric Chisora qui est toujours numéro 2, qui est numéro 2 IBF, hein, c'est quand même un délire. Mais au-delà déjà ce fight, ok, hein, vous voyez ma tête, si vous la voyez, vous avez compris. Je vous laisserai m'en dire ce que vous en pensez aussi. Mais le Turquie veut que Opetaia monte en poids lourd, c'est quand même un délire, quoi. Et j'imagine C'est Opetaia ses qui joujoux, court, quoi. C'est ses jouets. j'imagine Opetaia qui court dans un McDo pour aller manger. Bah, il faut que je monte en poids lourd, c'est Turquie qui a demandé. Ah, mais tu vois, il a sa table, il doit avoir des petites Des poupées, des boxeurs, et il doit s'amuser là. Tiens, lui, je vais le mettre là avec lui. Tu vois. Ouais, Et, parce que vu que Usyk il veut pas descendre, bah, ça m'arrange pas, donc ouais. machin, tu vois, il doit faire des calculs comme ça. Voilà, je vous laisse la parole, voir ce que vous en pensez. Vous avez eu mon avis. Le masque est en train de tomber quand même sur l'aspect, fan de boxe, non? Fan et connaisseur de boxe. Le masque est quand même un Parce peu qu'il est en train de tombé tomber, depuis non? un moment, ouais. Ouais, mais là, il est vraiment en train de parce qu'il y a des gens qui continuent à croire ça, tu vois? Bon, voilà. Opetaia, qui monte pour aller, combattre Chisora. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non. Voilà. On aurait pu croire qu'il aimait la boxe jusqu'au rachat prématuré de The Ring, où il est encore, ça commençait à puer. Mais là, mais justement, ça, je pense, c'est l'un des points pivots. Lorsque Turquie a commencé à avoir la mainmise sur les médias, le contrôle et la qualité de l'information en boxe anglaise, je t'ai rendu compte qu'on rentrait dans un truc où le mec il voulait avoir des tentacules un peu partout pour pouvoir faire comme ce qu'il fait maintenant. Au début, on le voyait bien, on dit ouais, bah ok, il nous fait les Dream Fight, truc de ouf. On voyait ces deux-là, on n'aurait jamais cru qu'ils allaient se boxer. Maintenant, ils peuvent, ouais, Peter Biffle, trop bien. En fait, plus ça avance, plus ça pue parce que du coup, on se retrouve avec des combattants qui font plus les choix de carrière qui sont bons, mais qui font les choix de carrière qui leur apporteraient de l'argent, au risque d'être utilisés et jetés très rapidement finalement et de ne pas pouvoir développer leur carrière de la meilleure manière possible. Opetaia, c'est pas pour l'instant, c'est clairement pas un poids lourd. Il a encore Ouais, puis il a plein de trucs à faire en cruiser. en fait, il a un gros taf à faire en cruiser, il a un beau run à faire en cruiser et il a de la place en plus pour le faire, qu'il attende que ça se détende un peu chez les lourds avant de monter. Et en fait, faut pas le faire combattre maintenant et surtout pas contre Chisora. Pourquoi? Parce que Opetaia contre Usyk. Voilà, je te le dis. Sinon, ils veulent le vendre, mais aussi. Mais Parce que Opetaia Usyk, donc si Opetaia chez Chisora, il devient classé premier à l'IBF, c'est facile à justifier. Bam, il est dans la Tori, on n'en parle plus. Voilà. comme je te dis, Usyk, il allait pas descendre. C'est pour ça. Et en fait, le seul fight qu'il aurait pu faire en dessous chez les cruisers, c'était Opetaia. Et vu qu'Usyk, il descend pas, ils veulent le faire monter Opetaia. Mais dans tous les cas, Usyk. Il en a déjà parlé, Turki, il en a déjà parlé de Opetaia Usyk, hein. Le co-main de Ring of Fire, c'est Opetaia Brady, ça on rappelle, hein. Donc, enfin, tu vois, ça fait un moment qu'il en parle, hein, Usyk, de ce Opetaia Usyk, hein. Voilà. Par contre, intéressant, le manager d'Opetaia dit que Opetaia, son souhait, c'est de devenir undisputé, d'incontesté en cruiser.
Donc ça va être intéressant de voir. Si dans 2 mois, on nous annonce Opeta Yashizora, tu sais que voilà, à un moment, ils rentrent dans le rang, les mecs, en fait. Et ils baissent la Ça va tête, pas se faire, hein. J'espère baissent vraiment que la ça va tête pas et se ils, faire. et ils font ce que Turquie dit, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est aussi un cas d'école là-dessus. Petit fight qui est en négociation que j'aime bien pour la ceinture IBF Lightweight. Puis ça permet de rappeler que cette KT, elle bouge, malgré que Gervonta Davis aille affronter Jake Paul. Il y a des mecs qui veulent quand même s'affronter. Raymond Muratalla qui affrontera Floyd Schofield. Enfin, en tout cas, c'est en négo en novembre. Ça, j'aime bien, c'est cool. C'est juste un peu bizarre parce que j'ai revérifié, mais Andy Cruz, il est mandatory IBF en lightweight. Ouais, c'est la Je sais pas ce qui se passe à ce niveau-là. Ouais, je pense il doit pas être dispo pour la défense, hein, c'est tout. Hein. À mon avis, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Ouais, sans doute. C'est quoi, quand t'es pas dispo dans le span, dans la fenêtre, tu te fais sauter en fait. Ouais, Même c'est si ça. t'es Je pense mandataire. qu'il est juste pas dispo au bon moment. Je pense que c'est juste ça. En tout cas, c'est cool parce qu'en plus, moi j'aime beaucoup Scofield. Je pense qu'il Ouais. y a des beaux combats à faire avec lui. Il a encore prouvé dans sa sortie en lightweight. Donc, ça va être une occasion de devenir champion à l'IBF. Donc, ça peut être cool. Voilà. Un mot à dire là-dessus, les gars, ou on passe à la news d'après? Un spécial, mais belle KT en tout cas, ça vient. Malgré. Ouais, Cool. bisous Gervonta. Il y en a qui Exactement. font les vraies choses. Ça fait du sport dans cette Il catégorie. y en a qui bossent, ouais. Du vrai sport. Autre combat qui a été annoncé que j'aime beaucoup. Là, on est chez les 154. On en a déjà parlé, les gars. Super Welter, c'est une KT de malade mental en ce moment. C'est un bain de requin. Erickson Lubin contre Vergil Ortiz. Mhm. Ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Lubin, il pouvait affronter Mortaz Aliyev pour le titre. Ouais. Il passe ça pour prendre parce qu'il pense que la paye sera plus gros, que le combat a plus au profil aux États-Unis. Et il a raison, je pense, sur ces arguments-là. Le combat est cool, les gars. Cette KT, elle est bonne. Ouais, surtout que Murtazalev, c'est l'épouvantail. Tout le monde le vesquille et a raison. Donc c'est aussi pour ça. Mais c'est vrai qu'en tout cas, dans cette KT-là, on est bien et on était content que justement Ennis se montre. Parce que Boots en welter, c'était nul un peu, quoi. C'était compliqué, quoi. Oui. Oui, mais je trouve que c'est un très beau fight et effectivement, il me tarde là les combats d'unification en 154 quand même. Là, je veux voir des fights d'unification et puis même des fights après. Pardon, il est champion intérimaire Ortiz WBC, mais je veux voir des Ortiz Murtazaliev. Enfin, je veux voir des trucs comme ça là. Je veux qu'on y aille là. Faut qu'on accélère. Je veux voir des beaux. Avec Zayas. Il se chauffe beaucoup avec Zayas sur le. Ah ouais. Yes, aussi. Enfin, je veux voir. Je veux voir tous ces mecs parce qu'effectivement, il y a un top 10 qui est monstrueux dans la KT. Je veux les voir entre eux. Je veux qu'ils se tabassent là. Elle est ultra excitante, cette catégorie. Donc, on espère que tu as raison, Dylan, que tout ça va se faire. On envoie de la force et un big up à l'équipe de France, amateur. Liverpool la semaine prochaine pour les championnats du monde. C'est les premiers championnats du monde, donc c'est le renouveau, la nouvelle ère de la boxe amateur, puisque c'est sous l'égide de World Boxing et non de l'IBA de M. Krumlev. Donc voilà, c'est une nouvelle ère, c'est un changement, c'est eux qui récupèrent cette gestion, enfin les fédés qui sont inscrites en tout cas, de la boxe amateur. Un petit mot, Dylan, là-dessus, ou de toute façon plein de force aux Bleus comme d'habitude. Oui, ça, je pense que ça va être diffusé. Faut guetter les réseaux de la Fédération française de boxe qui fait un super taf sur la com autour de ces événements-là. Donc, faut guetter les réseaux parce qu'il y a de fortes chances que ce soit diffusé sur YouTube gratuitement. Ça arrive souvent sur les championnats du monde, des trucs comme ça. Donc, si jamais ça vous intéresse, effectivement, du 4 au 14 septembre à Liverpool. C'est intéressant de voir l'équipe de France post-JO 2024. Alors, il y a déjà eu une compète depuis, mais là, c'est le gros rendez-vous, on va dire, depuis les JO. De voir une équipe de France sans son leader historique, à savoir Sofiane Oumia, avec le retour de Sohaib Bouafia qui n'avait pas fait les JO, avec des Makan Traoré, des mecs comme ça, des César. Enfin, il y a du très beau monde. Malheureusement, il manque du monde, notamment Bilal, des gars comme ça qui sont trop justes. Jamili, enfin des mecs qu'on avait appris à aimer pour ceux qui ont suivi les JO. Mais belle équipe de France, ambitieuse et il y a quelques talents qui méritent d'émerger vraiment. Moi, je pense à Makan Traoré, qui est très, 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 très fort. Vraiment. Pour avoir vu l'équipe de France en camp d'entraînement de très, très près évoluer, il est très fort. Vraiment, il est très fort, le big up Charente-et-Maritime. Mais il est monstrueux et il mérite. Enfin, il est très jeune, donc en fait, il mérite c'est un diamant à polir. Voilà. Donc, on espère que ça va être son grand reveal sur la scène mondiale et qu'il va chercher une ceinture, mais j'y crois dur. Ouais, puis c'est un des noms que le public connaît, en fait, finalement. Ouais, parce qu'on l'a vu aussi à Paris. Donc, À Paris, ouais, tout à fait. ça correspond, tu as raison, Bilal Benama, tu vois, qui est jugé trop juste, en tout cas, c'est ce qui est marqué sur le communiqué. Jamili qui n'est pas là non plus, donc
ceux qui ont marqué Paris ne sont pas forcément là avec son qui est parti chez les pros, mais c'est l'occasion de découvrir cette nouvelle génération et qui on l'espère, ira nous faire briller tout ça à Los Angeles, puisque grâce à World Boxing, pour le coup, voilà, on peut Oui. espérer sauvegarder la boxe, ce qui n'aurait pas été le cas si Krumlev et compagnie Ah ouais. est resté aux manettes de tout ça. Ça peut être un nouveau tournant pour la boxe amateur, effectivement. Ouais. Ouais. Voilà, donc rendez-vous à Liverpool la semaine prochaine pour tout ça. Et on finit sur la news qui est tombée juste avant qu'on prenne l'antenne. Donc on s'est dit qu'on en dirait un mot. Souvenez que Saladin Parnasse, qu'on avait reçu nous dans Grand End Talk sur Jab Life, devait affronter Cédric Vitu dans un combat de boxe début octobre à Paris. Finalement, forfait de Cédric Vitu, on peut en dire un mot d'ailleurs. Et donc on a le nouvel adversaire, ancien champion d'Europe, champion de France, Franck Petitjean, 37 ou 38 ans. On avait checké là juste avant de prendre l'enregistrement. On est un peu sur le même type d'adversaire, même s'il a été moins haut qu'un Cédric Vitu dans sa carrière, mais il est peut-être plus actif ces dernières années quand même s'il est bien sûr sur la fin. Voilà, si vous avez envie de dire un mot là-dessus. Pour résumer, Cédric Vitu, ce qu'on a su à peu près, il a déclaré des choses publiquement, donc plus on a eu des chiffres qui sont plus ou moins sortis, notamment je pense à Go Boxing News et à d'autres qui ont donné des infos. Il aurait parce que ça je ne l'ai pas vérifié non plus, j'ai pas fait l'enquête journalistique derrière. On lui aurait proposé 30 000 € pour un 6 rounds. A priori, il aurait accepté, puisque sinon, ils n'auraient pas fait les face-à-face au départ ou quoi que ce soit. Mais ensuite, a priori, il aurait réalisé que Saladin allait prendre beaucoup plus, et donc il aurait refusé d'avoir cette différence d'écart. Que je peux entendre d'un côté, parce que c'est pas, désolé, mais c'est pas Cédric Vitu qui remplit la salle. C'est Saladin Parnasse pour le coup, mais je peux comprendre que lui, avec un Saladin qui vient pour la première fois dans son sport, le prenne mal ou le juge comme ça, mais la façon dont ça se fait au niveau timing, je suis pas hyper fan, les gars, parce que Ouais, t'annonces, je fais des face à face, tu fais des machins, et à 3 semaines de l'event, enfin non, un mois de l'event, un peu plus d'un mois de l'event, tu te retires. Je suis moins fan de ça, mais bon, je peux entendre quelques arguments de Cédric. ouais, c'est dommage même pour les 2, j'ai l'impression. Je pense que ça aurait été une belle, même si effectivement d'un point de vue financier, et ça encore, on est sur des suppositions, sur des déclarations, ça on n'a pas à se prononcer là-dessus. D'un point de vue financier, on comprend, que ça puisse ne pas être arrangeant pour lui. Voilà, après c'est toujours un fight, c'est toujours de l'exposition, je pense une belle carte, un bel événement. Après je comprends comme toi, je comprends la position. Mais c'est juste dommage que ça arrive alors qu'on est autant avancé dans la préparation. Si on était en pourparlers, que ça ne soit pas fait. Par exemple, je pense à Billy et Sadio, toute proportion gardée, même si on savait que c'était en pourparlers, il y a eu des négociations, ça c'est pas fait. Fin de l'histoire. Mais comme tu as dit, on a eu de la com, on a eu des face-à-face, on a eu des déclarations, des interviews. Le combat, il était bouclé. Et là, on se rend compte que ça se fait pas un peu plus Cédric, d'un mois. C'est un peu... il dit qu'il a jamais rien signé. Si tu as suivi ses stories et ses déclarations, il dit qu'il a signé aucun contrat, pour le coup. Ah, il y a quand même eu de la com, tu vois. Donc Ouais, tu communiques alors que tu n'as pas signé. ouais. Non, Ouais, mais ça marche pour le coup, les deux côtés là. Hein. Enfin, si effectivement il avait rien signé, mais qu'il fait quand même les face-off, les trucs et tout, et qu'il la com et qu'il relaie tout, enfin qu'il accepte que son image elle soit utilisée comme ça et tout, c'est chelou. Après, s'ils lui ont pas fait signer de contrat et que du coup il est pas sécurisé, c'est très chelou de la part de Hatch et de toute la team de promotion, on va dire, de placarder la tronche de Vitu sur toutes les affiches partout et de vendre les billets pour l'Adidas Arena avec la tronche de Vitu. C'est bizarre des deux côtés, et comme d'hab dans la boxe et dans le MMA de façon plus large et dans les sports de combat, comme d'hab dans la boxe, ce qui se passe en off, c'est souvent n'importe quoi. Voilà. Donc on n'est pas surpris. Après, changement d'adversaire, effectivement, pas au dernier moment parce qu'il reste un mois, donc c'est pas un short notice. Enfin, il reste 5 semaines. Ouais. Mais bon, c'est pas idéal. C'est idéal pour personne. C'est pas idéal pour les gens qui ont déjà acheté des billets, qui voulaient peut-être voir vraiment Parnasse contre Vitu. C'est pas idéal. Après, Petitjean, oui, il y a 2 ans, il combattait pour le titre européen. Donc c'est pas un peintre, c'est pas un plombier. Enfin, je reprends les expressions qui collent souvent à la peau de Saladin. C'est un vrai boxeur avec un vrai pédigré qui a combattu pour un titre mineur world, enfin IBO. Il dit C'est un qu'il est mec monté moins haut, je sais pas ce que tu en penses, Dylan, qu'il est monté moins haut que Cédric, mais oui, sans quand doute même. moins sur la fin, selon moi. Tu vois? Voilà, qui est monté moins haut que Cédric, mais qui combat, qui est actif, entre guillemets, parce que même s'il est en fin de carrière aussi, attention, hein, Ouais, il est en fin de carrière, et puis enfin, avec tout le respect, c'est pas la carrière la plus extraordinaire de l'histoire de la boxe. Hein. Enfin, faut, voilà, toute proportion gardée, mais c'est un vrai boxeur. Voilà. Et du coup, quand tu fais le jump d'un autre sport, bah, c'est un vrai boxeur. Voilà. Mm.
Et voilà, moi je rappellerai toujours parce que je sais, voilà, on se connaît un petit peu pour le coup, je l'ai jamais caché, mais Saladin, ça a toujours été un rêve. Donc on peut être critique sur le choix de l'adversaire, sur la façon dont se fait ou quoi, mais il réalise un rêve parce qu'il est foncièrement, et ça nous parle à tous les trois les gars, il est foncièrement amoureux de la boxe anglaise. Ça, on Ouais, puis lui qui se fasse un kiff, hein, il doit rien à personne, hein. Enfin, Vraiment. franchement, si Il les est- gens payent des billets, ils ont pas le droit de se plaindre, ils vont voir un fight. Enfin, tu vois, je veux dire, lui, il fait chier personne en fait. Il fait son fight de boxe dans son coin. Et il il est aime ce lancé sport. pour aller voir Salah, je pense. En vrai, Et je pense voilà. qu'il y a pas beaucoup de gens qui se sont dit ah bah du coup Je suis d'accord. Cédric ne boxe pas, bon bah je retire mon billet. Je suis d'accord. Faut être réaliste et avec tout le respect que j'ai pour Cédric Vituy évidemment. Et je peux t'assurer, je t'assure qu'il aime ce sport. Et je peux te dire, des fois, quand tu lui en parles, il y a une étoile dans les yeux qui est même plus scintillante que parfois quand il parle de MMA. Ouais, ouais. Je sais pas si dans le fond du fond, si tu lui demandais, tu vois, tu l'obligeais à répondre à ça, est-ce que tu aurais pas préféré faire une carrière entière de boxe anglaise? Je suis pas sûr qu'il Mais ouais, même mon kick, hein. Je me rappelle que justement quand tu l'avais interviewé, il parlait même du kick, hein. Il disait ouais, le kick aussi c'était cool. Il aurait été extraordinaire en kick. je peux pas répondre pour lui, mais ouais, en tout cas, c'est des sports qu'il aime, tu vois. Il vient pas juste histoire de se faire un buzz, il aime littéralement ça. Donc après, on peut aimer ou pas et avoir envie de le voir combattre ou pas, mais c'est la réalité. Merci les gars pour ce Jab and Hook hebdomadaire. On s'est fait un bon bloc Canelo Crawford et c'est pas fini parce que ce fight, il mérite, comme on l'a dit et comme on l'a répété depuis le début de cette émission. On se retrouve sans doute pas la semaine prochaine, je préviens, parce que UFC Paris oblige, les gars, je serai à Paris. Donc si jamais on arrive à trouver un créneau, on le fera. Si on n'arrive pas à trouver un créneau, vous nous retrouvez la semaine d'après qui sera la Fight Week de Canelo Crawford. De toute façon, on arrivera avec du lourd autour de ce fight avant l'événement du 13 septembre, c'est obligé. Merci Kabir, merci Dylan. À très vite les gars. Merci, bye bye. Bien sûr, sur Jab Life et sur Jab and Hook. Ciao, ciao.